France Info. Très belle fin de nuit à l'écoute de France Info, à suivre dans la prochaine demi-heure les histoires d'infos de Thomas Negaroff. Pourquoi le Sénat est-il aussi décrié, mal compris par les Français? C'est le jour ou jamais pour en parler. Et puis reportage grand format auprès des chrétiens d'Irak en attente d'un visa pour la France. Ce sera dans un quart d'heure. Vous êtes bien sur France Info, il est 4h30. Et voici Jérémy Marillier pour un nouveau journal. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Le Sénat s'habille à nouveau de bleu, la droite grande gagnante hier des élections sénatoriales. Il s'habille même un peu en bleu marine puisque des élus Front National font pour la première fois leur entrée au Palais du Luxembourg. On y revient dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, un phénomène en hausse. Les employés sont de plus en plus nombreux à demander une avance sur salaire. Le mea culpa de Barack Obama également. Le président américain a sous-estimé la puissance des djihadistes de l'État islamique. Et puis un retour, celui de Prince. Le chanteur revient, non pas avec un, mais deux nouveaux albums. La météo, c'est le retour de la pluie et des orages. L'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange. Prévision complète à la fin de ce journal. France Info. Jérémy Marillier. Ce n'est pas vraiment une surprise. Après une parenthèse de 3 ans à gauche, le Sénat rebascule à droite. La droite républicaine, grande gagnante des élections sénatoriales d'hier. Elle dispose désormais d'une majorité absolue d'une quinzaine de sièges. Mais la surprise, en revanche, c'est même une première sous la Ve République. Des élus du Front National deviennent sénateurs. Ils sont deux, le maire de Fréjus, David Racheline, et aussi Stéphane Ravier, le maire du 7e secteur de Marseille. Philippe Bocara. À 45 ans, Stéphane Ravier devient avec cette victoire un des symboles de la marche en avant du Front National. Élection après élection, le parti de Marine Le Pen, avec 2 sénateurs, réussit à concrétiser son implantation chez les électeurs du Sud, mais aussi chez les élus. Et notamment ceux que l'on appelle les petits maires, eux aussi touchés, comme l'a dit Stéphane Ravier dans ses visites, par les questions d'insécurité. Mais dans les Bouches-du-Rhône, le combat qui fait mouche est celui de la lutte contre la création de la métropole au 1er janvier 2016. Un combat repris par le sénateur ex-socialiste Jean-Noël Guérini, même s'il est mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône crée la surprise avec au total 3 sénateurs élus sur sa liste. Démissionnaire du PS avant d'en être exclu, il annonce la création de son propre parti politique. Le Parti socialiste du coup perd 2 sièges. Samia Ghali, la sénatrice sortante, sauve le sien. Elle milite aussi contre la métropole. Du côté de l'UMP, c'est la déception. Jean-Claude Gaudin espérait au moins 4 élus au Sénat. Le maire de Marseille n'en concrétise que 3. Marseille, Philippe Bocara, France Info. De manière globale, la gauche estime avoir échappé à la bérésina lors de ces sénatoriales, mais des symboles comme Jean-Michel Baillet dans le Tarn-et-Garonne, Bernard Combes en Corrèze ou encore l'ancien ministre délégué aux Affaires européennes Thierry Repentin ont été battus hier. France Info, 4h32, le trafic sera toujours perturbé aujourd'hui chez Air France. Oui, 60% des vols de la compagnie seront assurés en attendant un retour progressif à la normale ce mardi. Hier, le SNPL, le syndicat majoritaire chez les pilotes, a appelé à la reprise du travail après une grève qui aura duré 14 jours. Le déficit de la sécurité sociale sera plus important que prévu cette année, 11,7 milliards d'euros, quasiment 2 milliards de plus que les prévisions du gouvernement. Le trou de la sécu reste cependant moins important qu'en 2013, se félicite la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. C'est l'un des nombreux exemples qui prouvent que les temps sont parfois durs au niveau économique. De plus en plus d'employés viennent demander une avance sur salaire avant la fin du mois. Stéphanie Brossard a pu le constater. Dans ce cabinet d'assurance de Bordeaux, par exemple, 5 des 30 employés sont venus demander des avances pour finir le mois. Un petit peu honteux, il faut bien le dire, devant le patron Philippe Loiseau. Ils sont gênés et la conversation est directe, c'est « je n'y arrive plus ». On sent que nos salariés souffrent. Lorsque les gens vivent en couple, c'est un peu plus facile. Mais lorsqu'on a des personnes seules, lorsqu'on a les salaires de base et qu'il faut se loger, s'habiller, la voiture, etc., ça me paraît très compliqué aujourd'hui. Stéphane Ferriès dirige lui une petite société de transport à Saint-Loubès. Il observe aussi ce phénomène qui s'est accentué en 5 ans. Un truc imprévu, de l'électroménager qui est tombé en panne. Après, nous, en tant que position responsable, je veux dire, si on est à la 3e semaine du mois,
On est pas dans l'obligation, on va dire, mais bon, on ne peut pas refuser une avance sur salaire. Tant que ça ne met pas en péril l'entreprise, c'est aussi le point de vue de Philippe Loiseau, qui joue un peu les banquiers finalement. Quelque part, oui, un petit peu, oui. Et en plus, nous, c'est sans intérêt, ce qui est normal. Ça me peine, c'est un côté pathétique. On aimerait pouvoir faire plus, pouvoir augmenter les masses salariales, mais nos boîtes souffrent terriblement. Et on voit pas le bout du tunnel aujourd'hui. Des avances réclamées de plus en plus tôt dans le mois, jusqu'à 1 000 € aujourd'hui, contre 200 à 500 l'an dernier. C'est le patron du syndicat des petites et moyennes entreprises en Gironde qui l'affirme, après avoir fait le constat dans sa propre société. Stéphanie Brossard pour France Info. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes aériennes sur la Syrie hier soir. Oui, des attaques contre le principal complexe gazier aux mains de l'État islamique dans le pays. Le président américain Barack Obama admet quant à lui avoir sous-estimé la montée en puissance de cette organisation djihadiste. Il l'a dit, le président américain, lors d'une intervention cette nuit dans les médias américains. À Washington, pour France Info, Frédéric Carbone. Au printemps dernier, après la prise de Falloujah, Barack Obama ne considérait pas comme vraiment sérieux le péril djihadiste. Le groupe État islamique n'a rien à voir avec Al-Qaïda, disait-il. C'est une menace régionale et pas globale. On connaît la suite, les villes irakiennes qui tombent les unes après les autres, la jonction avec le sanctuaire syrien et la mobilisation générale décrétée par le président américain. Pour Barack Obama, interrogé sur CBS, c'est donc l'heure d'un début d'explication. Le chef de nos services de renseignement, James Clapper, a reconnu qu'ils avaient sous-estimé ce qui se passait en Syrie. Ces dernières années, les terroristes ont profité du chaos provoqué par la guerre civile et ont pu reconstituer leurs forces. Et c'est ainsi, poursuit Barack Obama, que la Syrie est devenue la terre d'accueil des combattants islamistes du monde entier. Pour le président américain, l'erreur passée justifie donc l'engagement militaire d'aujourd'hui. Et les États-Unis doivent s'impliquer d'autant plus que de l'autre côté de la frontière, l'armée s'est effondrée. La question est posée là aussi directement. N'avez-vous pas surestimé la capacité de résistance des soldats irakiens ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Quelques mots pour solder les comptes. Maintenant, l'Amérique est vraiment en guerre et Barack Obama se garde bien de promettre une victoire facile ou rapide. Washington, Frédéric Carbone, France Info. Des scènes de guérilla urbaine à Hong Kong. Une nouvelle manifestation pro-démocratie a dégénéré cette nuit. La police a tiré des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser les dizaines de milliers de manifestants. Certains ont érigé des barricades pour leur tenir tête. Les manifestants réclament à la Chine davantage de liberté politique. Et puis, comme à chaque fois, c'est un retour très attendu. Le chanteur Prince revient. Et quel retour pour Prince. Il ne sort pas un, mais 2 albums. Avec cette double livraison, l'Américain valide aussi son retour au sein d'une maison de disques qu'il avait quittée il y a 18 ans. Marion Bernard. C'est la fin d'une brouille homérique démarrée en 96 quand Prince claque la porte de la Warner sans pouvoir récupérer les droits de ses tubes. Renommé Love Symbol un temps, il avait ensuite testé l'indépendance, sorti ses albums sur internet dans des supermarchés américains ou même vendus avec un journal. Revenu dans le giron de la Warner à ces conditions, Prince joue la démonstration de force. 2 disques, version thèse, antithèse, pour en mettre plein les oreilles. Artificial Age, signé en solo, exploite l'image du Prince soul et funk de la belle époque, surproduit mais maîtrisé, et dont les meilleurs extraits rappellent étrangement les recettes de ses premiers tubes, ambiance sexy et riff tendu. Le second, Plectrum Electrum, penche vers plus de virilité rock et malheureusement aussi de surenchère. Voix de fossé et guitare volume maximum, le kit de Minneapolis, bête de scène, rappelle ses prouesses de studio et multiplie aussi les effets de manche. Il peut se le permettre. Sur les 25 titres arrivés aujourd'hui, les fans trouveront forcément leur bonheur.
Et qui sait peut-être que les footballeurs marseillais ont dansé toute la nuit sur la musique de Prince pour fêter leur victoire, la 6e d'affilée pour l'OM. Cette fois, c'était face à Saint-Etienne, victoire 2-1 hier soir au Vélodrome. Au classement après 8 journées en Ligue 1, l'OM est en tête avec 2 points d'avance sur Bordeaux. Et on se quitte avec Prince, Alexis. Et allez, Jérémy Marillier, vous avez quelques minutes pour aller danser avant le rappel des titres. Merci, c'est gentil. France Info, 4h-6h, Alexis Morel. 4h39, dans une minute, retour au Palais du Luxembourg. Pourquoi le Sénat, qui vient d'être partiellement renouvelé, attire-t-il autant de critiques depuis le début de la Ve République ? France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mines. Et attention, ce matin, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault sont en vigilance orange pour des risques d'orage. On retrouve Jean-Michel Golinski à Météo France. Une dégradation orageuse va s'installer aujourd'hui sur une large moitié ouest du pays. Le tonnerre ne va d'ailleurs pas tarder à gronder sur toutes les régions de la façade atlantique et du golfe du Lion au premier contrefort du Cantal. En cours de journée, ce ciel lourd et orageux va progressivement gagner vers l'Auvergne, le centre, le bassin parisien et la frontière belge, avec des averses plus fortes entre le Languedoc, le Roussillon et le Massif central. Les régions de l'Est, qui verront arriver quelques ondées en fin d'après-midi et en soirée, seront en grande partie épargnées par les orages. Les températures en légère baisse, mais toujours au-dessus des normales, vont varier entre 20 et 26 degrés en général, avec 20 à 22 au nord de la Loire et en Rhône-Alpes, 24 à 26 degrés sur la Lorraine, l'Alsace, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. Jean-Michel Golinski de Météo France. Et on retrouve maintenant Thomas Negaroff pour ses histoires d'infos.